Le monde syndical, dans son quotidien, a toujours été au centre de ses intérêts. Son mémoire traitait de la stratégie syndicale dans le contexte institutionnel de la formation continue mise en place au Québec dans les années 90, et une étude de cas de la FTQ. Ça va mal, hein? Comment? Non, c'est ça, jeudi, le soir, depuis juin 2011, donc. Elle est professeure en relations du travail, c'est presque aussi pire que certains exercices de diction, et en politique publique de l'emploi à l'Université du Québec à Trois-Rivières, au département des sciences de la gestion. Nouvellement titulaire d'un doctorat en relations industrielles de l'Université de Montréal, sa thèse portait sur les effets sur l'acteur, l'action, syndicale et notamment sur le devoir de représentation du recours à la norme d'égalité à la suite de la négociation de clauses orphelins. S'appuyant sur les 2 cas à l'étude dans sa recherche doctorale, soit ceux des pompiers de Laval et des constables spéciaux du Québec, son expérience d'enseignante et son vécu de déléguée syndicale en milieu non traditionnel, elle nous parlera aujourd'hui des défis à relever de façon générale pour le mouvement syndical, tout en accordant une attention particulière au contexte vécu par les représentants syndicaux de la CSQ. Donc, Madame Gagné. Merci beaucoup. C'est un défi d'être intéressante en fin d'après-midi, après les 2 premiers conférenciers qu'on a eus. C'est ça, tout ça pour dire quand même merci aux conférenciers. C'était très intéressant et finalement, ils ont bien mis la table. Je vais être capable de faire du pouce pas pire avec ce qu'ils nous ont dit. Je remercie aussi les organisateurs d'avoir pensé à moi. Ça me faisait vraiment plaisir parce qu'en fait, en terminant ma thèse, je me disais, mon Dieu, c'est intéressant parce que je vais pouvoir faire des mariages avec ce que j'ai vécu, moi, sur le terrain, puis avec ce que j'ai trouvé chez les constables spéciaux, puis chez les pompiers, qui sont quand même, eux autres, des fonctionnaires aussi, puis c'est des syndicats indépendants, contrairement à la CSQ, qui est une grande organisation. J'ai dit, on va pouvoir regarder, puis ce qui me passionnait dans la CSQ, c'est le fait que le membership soit grandement féminin et que, originellement, moi, finalement, je viens d'un monde d'hommes. Et c'était très intéressant parce qu'on avait voulu m'intégrer dans les comités féminins et à leur grande dame, j'ai toujours refusé parce que je disais, si on prend juste les places qu'on nous offre, on va toujours être cantonné aux choses ordinaires. Et ma plus belle expérience à ce niveau-là, ça avait été d'aller à Calgary au colloque du SCEP, Syndicat des Canadiens des communications de l'énergie, et d'être sur 2300 délégués, la seule femme. Puis je me rappelle parce que j'avais battu, évidemment, un collègue qui était là depuis 10-15 ans aux élections de délégués syndicales pour le procédé. Et quand je suis arrivée, mes collègues de Calgary, un peu chauvins, pour le dire comme ça, me disent « Ouais, mais nous autres, on allait au Madame avec Michel. » « Ah, j'ai pas de problème, moi je peux bien vous accompagner, je suis capable de faire ça. » Et vous savez qu'ici au Québec, on peut payer les filles qui dansent aux tables. Là-bas, ça n'existait pas, mais j'en ai trouvé une au Welling. Ils ont voulu mourir. Donc, la relève et le leadership, c'est quoi vos défis? Je vous présente d'ailleurs en haut, c'est ma filleule, avec une mère féministe puis une marraine syndicaliste. Probablement qu'on devrait avoir de la bonne relève. Je vais vous faire une brève mise en contexte parce qu'en fait, tant Mélanie que Daniel ont mis la table et je vais vous parler des défis pour conclure. Conclure qu'en fin de compte, ce à quoi on est confronté dans le moment, c'est comme Mélanie le disait, on va en faire ce qu'on veut avec. Si on veut rien faire, on fera rien, puis on va se dire que le contexte était adverse. Mais si on veut faire quelque chose, on va regarder qui, puis comment, puis la journée de demain va vous servir à ça aussi. Bon, je vais vous faire pleurer. Non, comme Mélanie, pas du tout. Et surtout, je ne possède pas la vérité, mais une expérience plutôt pratique, ce qui est un peu atypique dans le milieu universitaire. Puis comme je viens de terminer ma thèse, je n'ai pas fait des millions de terrains. Mais
des constats, la précarisation de l'emploi, et à mon avis, c'est un des défis auxquels le monde syndical devra porter une attention particulière. Qu'on appelle ça équité intergénérationnelle, équité, travailleurs atypiques, c'est important dans la situation, surtout dans la fonction publique. Ce que les gens voient moins, ce que les gens voient peu, c'est à quel point on n'embauche plus. C'est pas normal quand on est un enseignant, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans qu'on enseigne, puis on n'a pas encore sa permanence. Parce que, justement, la permanence coûte cher. Et quand tu expliques aux étudiants que la permanence, là, quand ça a été donné dans les années 1960, c'est parce qu'en fait, cette permanence-là vient du fait que ça changeait au gré des élections. L'enfer était rouge, puis le ciel était bleu. Puis si on avait voté du bon bord, bien, on changeait tout ça, puis on se ramenait. Fait que ça a été acquéri de chaudes luttes. Et comme Mélanie nous disait, bien, il faut faire connaître ça. Puis quand on lui dit ça, ils restent tous surpris. Et évidemment, je suis aussi de l'école. Il faut savoir d'où on vient pour savoir où on s'en va. Fait qu'un des grands, mais grands défis va toujours être d'informer et de former nos membres, le membership. Évidemment, on fait face à des finances publiques précaires, on se le fait assez dire. De toute façon, depuis 1996, on a utilisé un vocabulaire très... on s'est amusé, on a parlé de déficit zéro, de mesures d'austérité. Là, maintenant, on parle de conciliation sociale. Et là, il faut comprendre, évidemment, 60% des gens qui ne sont pas syndiqués n'ont pas de fonds de pension. Et on voit tout le Bataclan alentour des régimes de retraite. Le climat hostile, nécessairement, face au monde syndical. Les gens ne sont pas... La population en général, la Madame Rolland nous l'a bien dit quand on a ouvert la conférence, sont ben trop forts, et Mélanie l'a repris sur un autre ton. Le point peut-être que moi je vous emmène aussi, c'est que le cadre législatif est un carcan. Moi en tout cas, ça a été dans mes premières découvertes, quand je préparais mon terrain pour ma thèse, je me disais, mais le cadre législatif est compliqué. Mélanie a parlé des droits qui sont de plus en plus individuels, mais ça va au-delà du droit individuel, à mon avis, parce que le carcan du cadre administratif, surtout pour un syndicat qui travaille dans la fonction publique comme la CSQ, l'employeur, depuis 1980 ou à peu près, se fait un malin plaisir de voter des lois. Ça ne fait pas son bonheur, c'est ici que ça arrête la négociation. Merci, bonjour. Vous retournez travailler et c'est fini. Pas beaucoup de solidarité chez le public, pas beaucoup de mobilisation, pas de carré rouge pour vous autres, on s'entend, parce que, vous êtes les enfants choyés de la société parce que vous êtes syndiqués. Un autre problème, la diversité de la main-d'œuvre. Dans certains milieux, il n'y a que les anciens qui ont une espèce d'ancienneté. Les jeunes ne trouvent pas leur place, ne se sentent pas écoutés. Et Mélanie en a bien fait la démonstration. Ils ont fait une enquête terrain. Et il ne faut pas se leurrer aussi quand on enseigne, surtout dans des écoles de gestion. Puis-je vous dire que le syndicat est un personnage non grata. Et quand ils arrivent en 3e année et que c'est le 2e cours de syndicalisme ou de pratique innovante en relation de travail qu'ils ont, la première affaire qu'ils disent, c'est qu'en fait, on est ici parce qu'on est bien obligé, Mme Gagné. Et quand tu leur demandes de débattre, est-ce que le syndicat est un empêcheur de tourner en rond ou pas, et qu'une équipe est obligée d'être pas, allez bien ça. Mais finalement, ça fait 4 ans que j'ai instauré ces débats-là, et les perceptions changent tranquillement à petits pas. Mais c'est un des défis majeurs de renverser ce climat hostile-là. Les effets, la légitimité du mouvement syndical est remise en question. Et quand on parle de services essentiels auxquels vous êtes souvent confrontés, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on regarde dans la population? Quand on est rendu qu'un service essentiel, c'est parce que ça dérange, ça va pas bien, parce que par principe, de base, ça doit déranger une grève. Ça doit faire mal, parce que sinon, on n'a pas de pouvoir.
Ça ne donne rien de faire une grève si c'est pour nous coûter cher puis rien nous ramener. Fait que quand on est rendu à penser qu'on veut changer les services essentiels puis les rendre pour que ça ne soit pas dérangeant, c'est sûr qu'on a du chemin à faire. Évidemment, on a parlé de mobilisation qui est difficile. Plusieurs intervenants ont dit « Ah, mais qu'est-ce qu'on fait? » Fait qu'on va essayer de regarder ça ensemble un peu plus tard. On parle de l'effritement de la représentativité. Mélanie l'a beaucoup emmené. Les jeunes ne se retrouvent pas dans le syndicat. Et, petite anecdote, j'avais un fils qui travaillait dans une usine, et dans leur convention collective, ils avaient 4 statuts. Les permanents, évidemment, mur à mur. Les temps partiels permanents, qui avaient de 16 à 28 heures garanties, selon l'emploi qu'ils occupaient dans l'usine. Les contractuels, qui avaient un contrat à durée déterminée, 1 an, 2 ans, 6 mois, et les surappels, les surnuméraires. Et là, il y a un joyeux étudiant qui arrive au département des ressources humaines, qui regarde la convention collective, puis qui s'aperçoit qu'en fait, il payait peut-être les surnuméraires pour rien, et il regarde les affaires des contractuels. Puis mon fils travaillait sur les lignes de montage, puis ça arrivait des fois qu'il n'y avait pas de travail, mais plutôt que le retourner puis le payer, il disait « OK, va travailler au shipping ». Et là, le joyeux étudiant qui est revenu, puis plein de bonne volonté, puis sauver des coûts, il dit « Ouais, mais quand il s'en va travailler là, on n'est pas obligé de lui donner son salaire de 24,80 sur la ligne de montage. » Il dit « On va pouvoir lui donner le salaire à l'expédition, on va lui donner 16 piastres de l'heure. » Là, moi, je dis à mon fils, non, t'as un contrat de travail, fais pas ça. Il a commencé à être pas mal moins appelé malgré son contrat. Il faisait pas mal moins d'heures. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, plus d'heures. Puis là, il y a des gens qui sont rentrés après moi, même qui font des heures. Attends un peu. Et c'était un de mes anciens étudiants comme chargé de cours de l'Université de Montréal. Je l'ai appelé. Je me suis fait un plaisir. Mais effectivement, la nouvelle génération travaille pour elle quand elle est dans les postes de direction, puis les jeunes sont démunis parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Je vous fais cette mise en contexte-là parce que c'est important pour savoir qu'est-ce qu'on a comme défi à relever. Hein? On a une diversité de la main-d'œuvre, donc une hétérogénéité idéologique, et beaucoup plus grave, parce que ça, on le vit dans tout le syndicat, en statut, ce qui fait qu'il y a de la disparité de traitement. Et la question qui se pose à ce moment-là, c'est quelle égalité on veut? Hein? On a bien beau parler d'équité, on a peur de parler de discrimination, parce que dans notre tête, la discrimination, c'est direct, puis non, on n'est jamais discriminatoire. Mais en bout de ligne, jamais on traiterait une personne permanente comme on traite souvent nos jeunes à statut précaire. Et un des graves problèmes dans la fonction publique, quand j'étais chargée de cours à l'UQO, ce qu'on me disait, mais c'est qui mon représentant? Je me fais traiter comme une merde, puis il n'est pas là. C'est un problème majeur. Les structures à ce niveau-là sont, et ce n'est pas nécessairement la faute du syndicat, mais il va falloir trouver une réponse à ce problème-là. Souvent, on n'a pas de représentant syndical disponible pour répondre à notre question. On vient de se faire barouetter, on fait 92 téléphones, et pour revenir au cas de mon fils, c'est moi qui ai appris au président du syndicat que l'employeur n'avait pas le droit de faire ça. Mais il ne faut pas se leurrer. Les représentants syndicaux, là, ils sont nommés comment? Les représentants syndicaux, c'est des gens qui veulent. Ce n'est pas toujours des gens instruits. C'est des gens qui ont une volonté, qui ont du cœur, qui sont des humains. Mais ce n'est pas des gens qui ont nécessairement une formation. L'employeur assis en avant de lui, dans 90 % des cas, il est au moins bachelier. Il les connaît, lui, les lois. Il les connaît, lui, ses droits. Mais le représentant syndical, souvent, il ne sait pas. Pas parce qu'il ne veut pas, mais souvent, il ne sait pas. C'est peut-être moins flagrant dans les syndicats où on est un peu plus scolarisé, puis où on est un peu plus organisé, surtout quand les syndicats sont plus organisés et qui en font profiter. Ça l'aide un peu plus. Mais ça emmène des problèmes qui nous emmènent à parler relève et leadership. Ça va être quoi les défis?
Bien, qui? C'est qui notre membership? Hein? Qui va s'intéresser? Pourquoi ils s'intéresseraient? Comment il faut les repérer, les attirer, les mobiliser? Et puis les armer, surtout, pour être capables de faire face aux défis qui s'en viennent. Hein? C'est quoi les qualités puis les compétences qu'on attend? Mais ça fait quoi un délégué? Hein, si je ne me trompe pas, là, ça négocie, ça traite des plaintes, ça traite des dossiers, ça écoute, ça arbitre, c'est capable d'analyser des données, ça fait de la recherche documentaire, ça écrit des documents, ça répond, ça tient des entrevues, ça fait de la gestion, ça fait des suivis, des fois c'est dans l'urgence, des fois c'est dans le calme, des fois... Hein, ça coordonne de multiples activités au sein d'un même service. Mais c'est surtout politiquement correct, parce que Mélanie l'a bien levé. Hein? On a-tu assez peur d'être en conflit? On a-tu assez peur de revendiquer nos droits? Quand on est temporaire, quand on est contractuel, ben c'est encore pire. Okay. Il faut sortir de ces prémices-là parce qu'on va faire un syndicat permanent, puis on ne réussira pas à intégrer ces jeunes-là qui sont pleins de bonne volonté. Hein? Donc, évidemment, Daniel l'a bien soulevé, il n'y a pas juste un modèle, mais il y a des modèles. Et il y a des contextes. Et on va intéresser qui? Ça va être qui notre élève? Ça va être qui nos leaders? Bien, évidemment, j'ai beaucoup aimé votre thème. Des yeux différents pour une vision commune. Et se préoccuper de comment on voit chacun du côté de la clôture dans lequel on est. Si on peut regarder ensemble dans la même direction, comme disait Saint-Exupéry, ce serait pas bête. J'ai beaucoup aimé le thème. Et, en fait, quand on parle de syndicat, quand on parle de syndicalisme, quand on parle de militantisme, c'est si l'humain vous intéresse, parce que sinon, vous n'y allez pas. On le sait tous combien de temps ça nous prend. Pour vous parler des défis, je me suis basée sur 4 prémices importantes que j'ai trouvées dans ma thèse. C'est que, en fait, c'est bien important que le mouvement syndical soit articulé entre les niveaux. Hein? Il y a des niveaux nationaux, il y a des niveaux régionaux, puis il y a des niveaux locaux. Et c'est important que chacun prenne sa place et que chacun trouve sa place. Puis, on posait la question tantôt, mais comment on fait pour intéresser nos membres? Pourquoi nos membres, ils ne viennent plus? Bien, peut-être parce qu'ils n'en sentent pas le besoin. Puis ceux qui en sentent le plus de besoin, ils sont terrorisés, ou ils ont peur, ou ils se disent hey, « s'il faut que le patron sache, moi contractuel, moi temporaire, moi surnuméraire, je vais à une assemblée syndicale. » Ouf, non, je ne pense pas. Il faut se poser ces questions-là. C'est qui notre membership, puis pourquoi ils ne viennent pas? Bien, pour le savoir, il faut aller sur le terrain. C'est un incontournable. Mélanie le disait. Est-ce qu'on est trop dans nos réunions? Bien, moi, mon expérience me dit oui. On n'est pas assez sur le terrain. On est souvent trop loin. Et il faut se rapprocher. Parce que ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas. Et ça, la conférence d'ouverture donnée par votre présidente l'a bien dit. Il faut être là. Il faut les intéresser, nos jeunes. Les syndicats locaux sont confrontés à des intérêts divergents qui ne doivent pas entraîner l'adoption de mesures discriminatoires sous peine de voir la solidarité mise à mal. Bien, surtout vous autres, la CSQ, le syndicat des enseignants, écoutez, vous êtes la première cause qui s'est rendue devant la Cour suprême, hein, avec le skippage d'une année de progression. Donc, les associations parallèles que moi j'ai étudiées, parce qu'eux ont été entendus sur le fond jusqu'à la Cour d'appel, puis la Cour suprême a refusé d'entendre les causes, ça crée inévitablement des frictions. Et dans le jour d'aujourd'hui, pour le dire comme Gilles Vigneault, c'est important, ça ne devrait plus arriver, ça. Parce que là, avec les régimes de retraite qui vous touchent moins, parce que dans le moment, et j'en suis avec la RUC, le débat est en train d'être mené sur des terrains glissants, mouvants, dans lesquels les syndicats vont finir par s'enliser parce que pas de solidarité. Hein? Les solidarités doivent être sociales aussi. Hein? Pas juste à l'intérieur, mais ils doivent être sociales. Et comment?
en faisant les solidarités beaucoup plus sociales, bien, c'est peut-être comme ça qu'on va réintégrer nos jeunes. C'est peut-être comme ça qu'on va les convertir, en tout cas. Parce que pour le moment, j'en ai 3 jeunes adultes. Je suis une syndicaliste convaincue. J'ai été une militante convaincue. Je suis un professeur convaincu de ce que j'avance quand je parle de l'avenir. Mais mes jeunes, ils ne le sont pas autant que moi, je peux vous le dire. Et je ne sais pas trop comment les convaincre dans le moment. Parce que c'est un fait que quand je regarde comment ils sont sur le marché du travail, comment ils sont traités, ça m'inquiète. Il faut faire attention parce qu'il n'y a pas de synergie. Parce que les sources de tension augmentent, puis il y a beaucoup de clans. On regardait, c'est situationnel en fonction de tout ce qu'on vit. Bien, il y a plusieurs. Il y a été longtemps qu'il y avait juste une seule ligne de fraction, les vieux, les jeunes. Mais là, on a des lignes de fraction multiples. Les femmes, les immigrants, les jeunes, les temporaires, les surnuméraires. Fait qu'on vit avec une multitude de lignes de fraction, et ça, c'est dangereux. La 3e prémisse, le devoir de représentation qui se transforme. Oui, parce que maintenant, le devoir de représentation du syndicat s'évalue non seulement de façon traditionnelle avec le Code du travail, donc une obligation de moyens, comme on est habitué. J'ai négocié ce que j'ai pu avec les moyens que j'avais, puis la loi qui m'a passé d'un dent, puis bon, et voilà. Mais il y a aussi la loi des normes, l'obligation de ne plus négocier des clauses de disparité de traitement. Mais si on remarque, l'article 87.1 puis 87.3, c'est un hybride qui a été demandé finalement par un syndicat, puis qui a été bienvenu dans puis bien adapté dans la loi des normes, mais qui en fait est pervers, parce que on interdit les clauses de disparité de traitement de façon permanente, mais la permanence ou le fait qu'on dise dans un délai raisonnable, c'est quoi un délai raisonnable? Si à chaque fois qu'on reconduit, c'est raisonnable, la convention dure 3 ans, ben oui, c'est raisonnable, ben oui, c'est raisonnable. Puis, ben oui, dans 8 ans, tu vas me rejoindre, puis c'est correct. C'est un peu le cas des pompiers, notamment. Mais ce délai raisonnable-là a des impacts à vie. Les 8 ans qu'il y a eu cette disparité de traitement, c'est jamais récupéré. Et là, c'est qui paye la note avec les régimes de retraite? Ben c'est les mêmes. Cette fameuse génération X qu'on dit les sacrifiés qui payent la note tout partout. Et, le dernier, moins long, le moindre, on évalue le devoir de juste représentation à l'aune de la Charte des droits et libertés. On ne peut pas discriminer. Il faut faire attention, il faut accommoder. Et accommoder, s'il faut faire des entorses à la Charte, bien, il faut les faire. La notion de handicap, ça vient jouer dans les bébites de beaucoup de monde, incluant l'employeur, cela dit, parce que son droit administratif, son congédiement administratif ne s'évalue plus à l'aune des efforts, juste lui parce qu'il dit « je suis plus capable de gérer ça ». Il y a toujours cette notion d'accommodement raisonnable jusqu'à la contrainte excessive. Et depuis 1992, mais les syndicats sont obligés de jouer là-dedans. C'est pas simple. Les syndicats doivent vivre avec une législation plus ou moins adaptée au contexte. Et on ne se le cachera pas, dans le moment, ce qu'on fait quand on négocie, bien, on gère les reculs. On choisit les moins pires, on choisit ceux qui vont faire le moins mal au niveau de la paix sociale dans mon organisation. C'est difficile de concilier les différentes visions. Fait qu'on a toujours un peu l'idée, évidemment, puis c'est normal, le syndicalisme québécois, le syndicalisme nord-américain est construit comme ça. Notre ancienneté est en fonction de notre ancienneté d'usine, est en fonction de notre ancienneté d'emploi, du travail. La journée 1 qu'on est rentré, c'est notre journée 1 d'ancienneté. Il faudrait peut-être repenser à voir cette notion d'ancienneté puis la transformer en une notion d'emploi. Depuis le jour 1 qu'on travaille, bien, il faudrait accumuler des choses. Il faudrait penser à cette notion de discrimination sur l'âge. Là, on va y penser là, parce qu'il va y avoir de l'âgisme. Là. On va dire, bien là, tasse-toi, mon oncle. Ou on va dire, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on va être capable, en tant que syndicat, de faire avancer la cause de la condition sociale? Parce que si, dans notre société si capitaliste, on s'identifie à notre travail, donc d'être un travailleur précaire, est-ce qu'on est capable d'aller chercher des gains
là, la question est lancée. Mais une chose est sûre, c'est que la solidarité, dans le moment, c'est fragile. Les défis. Et on l'a dit tantôt, il faut voir notre monde, il faut voir l'opinion publique, le corporatisme. En fait, dans le moment, peut-être le plus grand défi pour le mouvement syndical, c'est de revenir à la base et se poser la question, pourquoi on s'organise? Pourquoi les syndicats ont pris autant d'ampleur? Bien, c'était à cause de l'espoir que le regroupement permettrait d'améliorer nos conditions. On était tannés que ça se fasse sur notre dos. Puis on a gagné, la preuve. Et là, c'est ce qui fait dire, mais est-ce que le modèle nord-américain, tel que l'on connaît, serait à bout de souffle? Peut-être. Peut-être qu'il faut revoir nos structures, parce que de quelle égalité on va parler? Hein? Quand on parle de l'accès à la justice, de quelle égalité on parle? Un membre, un vote, comme le Code du travail nous le dit, ou l'équité intergénérationnelle, l'équité du respect de la différence, comme la Charte nous le demande. Hein? Parce que ces deux égalités, ces deux notions d'égalité sont antinomiques. On ne parle pas de la même chose. On n'est pas dans les mêmes eaux. La mobilisation, on l'a assez dit, qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Bien, il y a beaucoup de pistes, mais une chose est certaine, ce que j'ai trouvé, moi, sur le terrain, l'ignorance puis l'incompétence, ça met à mal les structures. Donc, ça passe inévitablement par l'information, par la formation, puis par la visibilité. Mélanie l'a dit autrement tantôt, mais c'est ça, il faut se faire voir. Il faut qu'on le dise haut et fort, les gains qu'on a, puis la société qu'on a, c'est parce qu'on a travaillé ensemble, le mouvement syndical, pour y arriver. C'est pas arrivé comme ça, parce qu'on sait que les employeurs, et même l'État employeur dans le moment, est quand même, dans le moment, avec une vision beaucoup plus restreinte. Hein. Et, évidemment, c'est le nouveau vocabulaire. On parle d'une citoyenneté au travail plus inclusive. Donc, diminuer les disparités de traitement, diminuer le travail précaire, hein, diminuer ce travail contractuel, diminuer le fait que ces jeunes-là ne peuvent pas se plaindre, ne peuvent pas revendiquer parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi, ils ont peur de ne pas être appelés, ils ont peur de ne pas faire face à la musique, de ne pas être capables de faire face à leurs obligations économiques. Donc, on assiste à une augmentation des inégalités sociales. Donc, relève et leadership, à mon avis, le genre de questions qu'il faut se poser, c'est comment, évidemment, la mobilisation intergénérationnelle, la mobilisation féminine et développer sa capacité en tant qu'organisation. Et développer sa capacité, ça passe avec des gens capables, des gens qui veulent, puis des gens qui ont l'idée de le faire, mais aussi des gens à qui on va donner des moyens de le faire. Et on parle beaucoup de conciliation, travail, famille. Et même là, et c'est peut-être là que je voulais vous emmener finalement, c'est si on veut intégrer plus de gens, si on veut éviter une espèce de ghettoisation, que les plus vieux qui disent « Ouais, mais moi, je l'ai élevé, ma famille, puis il n'en va pas. » Ou les plus jeunes « Mais moi, je n'en ai pas de la famille, mais je vais à l'école. » Bien, peut-être qu'on devrait parler de conciliation, emploi et vie personnelle. Et là, on imbriquerait, puis on impliquerait, et ça serait peut-être plus vendeur. Hein? C'est un thème qui a été utilisé dans les premières fois à l'École de relations industrielles, qui est souvent repris dans les écrits de Diane Gabrielle Tremblay, qui est repris souvent dans les écrits avec Mélanie aussi. Mais c'est, à mon avis, le cheval de bataille qu'on devrait peut-être, en tout cas, ça dépend des goûts, mais parce que même si les lois sont déficientes, si on trouve du vocabulaire qui est rassembleur, c'est intéressant. Je vais conclure avec, en tout cas, moi j'ai un peu d'espoir parce que moi je sortirais de la notion de leader pour parler plus d'un leadership. Comme ça implique une multitude de personnes. Les défis sont nombreux, hein, on les a vus, et bien réels. Vous allez devoir vous poser des questions, répondre à qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend. Il faut contrer l'opinion publique. Il
faut sensibiliser les jeunes. Il y a 2 conceptions de l'égalité qui s'entrechoquent. L'encadrement juridique se complexifie, puis non seulement il se complexifie, mais il nous rend la vie plus dure en tant que mouvement syndical. Il faut comprendre des logiques d'action différentes, des intérêts différents. Puis il faut gérer les conflits intra-organisationnels que tout ça amène. Et il faut contrer l'éloignement de nos membres. Hein? C'est pas pire, j'espère que je vous décourage pas trop. Parce qu'en fait, ça va vous prendre des gens, bien plus qu'une personne. Il n'y a pas personne qui peut être le sauveur de personne dans cette situation-là. Hein? Ça va prendre des gens nécessairement qui sont humanistes, qui sont idéalistes, qui ont une vision, qui vont être un agent de changement, mais qui sont aussi branchés, à mon avis, sur les contextes politiques. Je le répète, même si Mélanie a frappé sur le clou, je répète, il faut occuper l'espace politique, économique, mais aussi social. Merci beaucoup de votre attention. Je vous souhaite un beau congrès.